Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, le ras-le-bol des habitants menacés d'expulsion et d'expropriation à Bemao. Soutenus par le collectif mobile de défense, ils ont bloqué ce matin une partie de la Nationale 2 dans les deux sens. Reportage et réaction dans ce journal. Les agents de la protection judiciaire de la jeunesse ont suivi l'appel à la grève lancé au niveau national. Ils alertent les autorités sur les dysfonctionnements de cette antenne indispensable à la protection des mineurs en grande difficulté. Sexe et amour sont-ils compatibles avec handicap? Un sujet tabou qui était abordé aujourd'hui lors d'un colloque qui s'est tenu en Martinique. Nous entendrons l'avis des spécialistes sur ce dossier peu débattu. Et son nounours a fait un carton jusqu'à charmer la star Beyoncé. Nous recevons ce soir la talentueuse designer Myriam Maxo. Elle est l'invitée d'honneur du Meet English, un rendez-vous pour favoriser une pratique régulière de l'anglais. Merci de nous accueillir chez vous ce soir. Ce matin, il fallait s'armer de patience pour se rendre dans le Nord-Bas-Terre pour défendre plusieurs familles touchées par des menaces d'expropriation dans le but de construire une 2x2 voies. Un collectif avait érigé un barrage sur la Nationale 2 entre le giratoire de Vonche et Fontbudan à Bemao. Après avoir obtenu des garanties sur ce dossier, ils ont enlevé leurs barricades aux alentours de midi. Depuis quelques semaines, le barrage est devenu le seul moyen de faire pression en Guadeloupe. Ceux qui y ont recours ont-ils raison d'utiliser ce moyen pour se faire entendre? On écoute vos réactions sur ce sujet, des avis recueillis par Patrick Curie et Moïse Dexter. Ça dépend. Si leurs droits ne sont pas respectés, je suis d'accord pour qu'ils bloquent. La grève est un droit. Ils font ça en dernier recours, j'imagine. On a besoin de bloquer. Me semble qu'il y a d'autres solutions avant. Il faut trouver la solution avant. Mais malheureusement maintenant c'est comme ça, hein, tout le monde essaie de faire pareil hein, quand les patrons n'arrivent pas à prendre raison. Donc il faut utiliser effectivement des moyens forts. Je pense que toute chose a une raison d'être. Mais non plus, il ne faut pas faire du macoutisme non plus. Si on ne peut pas se faire entendre avec les mots, il n'y a que les actes qui fonctionnent, surtout en ce moment. Ils revendiquent leurs droits. C'est le seul moyen de communication qu'il y ait. Après, moi, je ne suis pas tellement pour le blocage. Je pense qu'on peut parler, discuter. Il y a des syndicats, même avec les patrons, ils peuvent discuter, s'arranger. Chacun son point de vue, mais moi, après, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Chacun voit midi à sa porte. Hein? Non, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait pour le blocage, puisque finalement, ça gêne tout le monde. Vous voyez, puisque y a des gens qui n'arrivent pas à vaquer leur occupation, il y en a qui vont prendre l'avion, il y en a des malades, il y en a. Donc, il me semble que ce n'est pas la bonne solution. Il y a des trucs parfois que vraiment il faut monter au créneau. Mais il y a d'autres, je trouve que c'est une aberration. C'est qu'on a la qualité pour droit, on ne peut pas dire non, pas bloquer la rue, mais ce n'est pas vers ces machines-là pour ça, ces agents-là pour ça. Il vaut mieux régler entre patrons. Pas bloquer la rue, parce que bloquer la rue, ça va venir mettre l'économie à la Guadeloupe, qui foutre en rasier. Mais revenons maintenant sur cette affaire d'expropriation. Ces familles de Bemao accusent également un notaire de leur avoir notifié des actes illégaux. L'éclairage de Jacques Canval, de Moïse Dexter et de Patrick Curie. Décidément, la question de la terre reste d'une brûlante actualité en Guadeloupe. Après Sainte-Rose, les riverains de Dupuis ne sont pas contents contre un projet d'expropriation pour la construction d'une 2x2 voies. Au lieu effectivement de chercher à discuter avec ces gens-là, ils sont en train d'échanger, de faire une enquête publique pour qualifier effectivement ce projet-là des projets d'utilité publique, de manière à ce qu'ils mettent en place les procédures d'expropriation à ces gens-là. Je de l'avocat dit nous ne peut pas accepter ça.
Deuxième but, c'est que nous avons découvert, après nous faire des recherches, qu'il y a des parcelles de terre qui ont construit, que SICO a construit, alors que il n'y a pas de propriétaire. Et nous 5 cases pratiquement sur ce terrain-là. Donc là, nous avons dit qu'il prêt que nous mettons tous ces bits à cette table-là, de manière à ce que nous trouvions des solutions. Le collectif de défense mobile entend porter le fer également contre la SICOA, qui souhaitait reprendre les expulsions avec la fin de la saison cyclonique. Les barrages de ce matin ont fait sortir de sa réserve la maire de Bemao, Hélène Polifonte, qui réclame du temps pour agir. On va accompagner les gens, mais on leur a demandé des délais qui pour moi, quelque part, n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, on a arrêté des principes avec la SICOA. Premier principe, l'occupation effectivement qui était prévue, les 60 000 €, ils abandonnent. Les prix qui avaient été fixés sont conservés, bien sûr. Et avec le préfet, on va entrer dans une procédure de requalification. Il va regarder le dossier avec nous. L'eau, la terre, la santé, les conditions de travail, les sujets de discorde ne manquent pas en cette période électorale. Ils sont les derniers remparts pour protéger et encadrer les mineurs en grande difficulté confrontés à la justice. Les agents de la protection judiciaire de la jeunesse étaient en grève aujourd'hui, comme leurs collègues de toute la France. Ils déplorent un manque de moyens dans un contexte social dégradé et un manque de soutien de leur hiérarchie. Reportage Karen Diamin. Appelés à se mobiliser à l'échelle nationale, les agents de la PJJ de Guadeloupe ont relayé le mouvement pour dénoncer des conditions de travail qui se dégradent. On doit faire face donc à multiplication de tâches, et ce qui fait qu'effectivement la prise en charge des gamins elle est de moins bonne qualité. On doit faire des rapports, on doit effectivement les suivre, on doit répondre aux réunions, on doit aller à la commission, on a plusieurs activités, la permanence éducative au police tribunal. Donc ça fait un amoncellement de tâches, des écrits qui font que la charge de travail est conséquente. Mais au-delà de leurs propres conditions de travail, les agents de la PJJ dénoncent un énorme manque de moyens pour assurer la prise en charge des 900 jeunes en grande difficulté qu'ils accueillent chaque année. Il manque des places pour les gamins, pour l'accueil immédiat. Il manque des places aussi de façon diversifiée, puisque actuellement à la PJJ, on a l'hébergement collectif, on a un établissement public qui reçoit 7 gamins. On a des familles d'accueil. Ils étaient les familles d'accueil environ une vingtaine. On est passé à 12. On avait des appartements qui permettaient pour ceux qui sont des jeunes majeurs de pouvoir les accueillir, les accompagner vers l'autonomie. On en avait 2, on n'en a plus qu'un. Pour l'insertion, ce que nous on rencontre comme difficulté, c'est que sur le territoire, l'insertion n'est pas dotée des moyens en termes de personnel. On a des professeurs techniques, de vrais supports d'insertion, des ateliers, des possibilités d'avoir des activités pérennes. À l'issue de cette journée de grève et en l'absence de la directrice, les agents ont décidé de reprendre le travail dès demain, mais restent mobilisés en attendant une rencontre avec leur direction. Le syndicat UTSU-GTG a entamé aujourd'hui son congrès concernant l'état de la santé en Guadeloupe, dans un contexte où le CHU et la sécurité sociale sont toujours en grève. Voyez le reportage de Jacques Canval, de Moïse Dexter et de Patrick Curie. La principale organisation syndicale de la santé, l'UTS, affiliée à l'UGTG, qui compte quelques 600 adhérents dans les hôpitaux et cliniques privés, dès le premier jour de son congrès, a insisté sur ses actions en cours. Dans le secteur public, justement, un gros problème qui a posé là, c'est dans le nouveau schéma d'organisation des soins qui a décidé nouveau de l'État. Quand on a une nouvelle loi qui a loi trouver sur la modernisation du système de santé là, qui a prévoir que dorénavant, les hôpitaux sont obligés de regrouper entre eux, de façon obligés de fusionner, soi-disant pour assurer une meilleure qualité des soins, mais nous savons qu'en réalité, c'est pour réduire les charges. Le deuxième problème qu'a posé pour nous, que nous avons bâti également, c'est des établissements privés qui ont bénéficié d'une autorité de mission de service public, qui a bénéficié de financement public. Mais là, encore une fois, recette-là, bénéfice-là, richesse-là, c'est les privés qui cassent, c'est les patrons qui cassent. Et par même séparer en termes de formation, en termes d'effectifs, en termes de qualité de prestations pour le personnel là. Contre les compétitions commerciales dans la santé, contre les suppressions d'emplois dans le secteur, le syndicat a fixé son cap pour les semaines et les mois à venir. Continuer à mener la lutte pour poser revendications immédiates à travailler, mais également poser pour revendications stratégiques à la société guadeloupéenne, notamment pour disposer d'un système de santé qui répond effectivement à traitement maladie et toutes les maladies, qui les maladies métaboliques, qui le cancer, qui les maladies liées à des infections quelconques. Mais en tout cas, nous avons une responsabilité à payer là, ça apprend. Il ne faut pas nous compter si l'ARS pour faire. Il ne faut pas nous compter si mais si conseiller.
nous allons compter sur nous-mêmes, nous sommes capables, encore une fois, de faire que, justement, que Guadeloupe est toujours mieux dans le pays Guadeloupe. L'UTS entend aussi dire son mot sur les grands projets structurants en cours et notamment sur celui de la construction du CHU. Restez sur ATV Guadeloupe, ils seront peut-être les futurs monteurs du cinéma guadeloupéen. Lumière sur les élèves du chantier de l'association Tout est possible. Et puis fenêtre sur la vie de migrants à travers le festival Migrants sur scène qui a débuté en Guyane. Les professionnels travaillent d'arrache-pied pour déconstruire les préjugés sur les personnes en situation de handicap. En Guadeloupe, la page a organisé aujourd'hui, en partenariat avec Cap Excellence et la région Guadeloupe, un Presta Dating au Memorial Act, une formule de recrutement qui pourrait inciter davantage d'entreprises à recruter des personnes en situation de handicap. Reportage Isabelle Hameau. Ces établissements et services d'aide par le travail ont voulu attirer un maximum d'entreprises dans cette Presta Dating. L'idée était de leur présenter leur catalogue de prestations. Les prestations sont aussi diverses que la restauration, les parties traiteurs, le multiservice conditionnement, les centres d'appel, nous avons un centre d'appel, la PAO, l'impression, vous avez également l'espace vert, vous avez les prestations de sonorisation notamment, et puis aussi sur Marie-Galante, il y a un ESAT, qu'il y a un hébergement de qualité tenu par les personnes en situation de handicap. Constat, une manifestation boudée par les entreprises qui pourtant ont obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. Donc elles ont tout intérêt pour réduire leur contribution à travailler avec ce secteur, le secteur adapté et le secteur protégé. Mais l'idée essentielle aussi de cette journée, ce qui aurait été très intéressant, c'est que les entreprises, les employeurs privés et publics puissent rentrer réellement dans une culture de responsabilité sociétale. Autrement dit, que les entreprises favorisent l'embauche des personnes en situation de handicap. Les structures d'aide par le travail envisagent de modifier leur stratégie en allant directement chez les entrepreneurs. Certains de nos talents réussissent à se faire un nom à l'étranger. C'est le cas de Myriam Maxo, cette Guadeloupéenne qui a grandi dans le quartier de Sarcelles, en région parisienne, s'est fait remarquer par des personnalités internationales grâce à sa pièce devenue emblématique, Le Doudou en wax, appelé le Didi. Samedi prochain, c'est dans la langue de Shakespeare qu'elle viendra partager son savoir lors de la Meet English qui aura lieu au centre Georges Loquel du centre de Bemao. Myriam Maxo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Alors, aujourd'hui, vous êtes décoratrice d'intérieur et créatrice de cette marque qui porte votre nom. Vous êtes un modèle de réussite pour beaucoup, Myriam Maxo. On découvre ensemble le reportage d'Isabelle Hameau, qui nous en dit plus sur vous. Merci. Derrière ce doudou en wax qui a séduit Beyoncé, se cache Myriam Maxo, designer antillaise. Elle fait partie de ces nombreux créateurs qui fusionnent les cultures par le biais de formes graphiques et urbaines, une identité qui lui a permis de s'exporter à l'échelle internationale. J'ai décidé d'utiliser le wax pour mes créations parce que je trouve que c'est un tissu très contemporain, très lumineux, très graphique, qui apporte énormément de présence dans les espaces intérieurs. J'ai décidé de développer et de travailler autour de l'ourson parce que je trouve que c'est une forme très contemporaine et le wax associé à ça apportait un côté très mode, une identité fashion. Et la preuve, puisque Beyoncé a été une des artistes qui a fait le buzz sur la toile avec cet ourson pendant la période de Pâques. Un parcours exemplaire qui lui vaut d'être l'un des invités d'honneur d'une conférence organisée par le club d'anglais Meet English, formateur pour les entrepreneurs qui souhaitent exporter leurs talents à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme invité principal Myriam Maxo. Elle sera toutefois aux côtés de Vanessa Ronel, Mathieu Parti et Ingrid Laballe qui ont une expertise dans le domaine. On offre un terrain de pratique exclusivement en anglais à ceux qui souhaitent maintenir leur niveau d'anglais, améliorer leur niveau d'anglais ou voire même acquérir des bases puisque notre méthode le permet. On propose en fait une méthode immersive qui est à la fois dynamique et ludique, de pratique régulière. On offre une diversité d'activités, des ateliers, des conférences, des sorties, des clubs de conversation. Cette conférence fait partie des nombreuses actions que Meet English souhaite multiplier pour permettre aux entreprises locales d'accéder aux marchés caribéens et internationaux. Myriam Maxo, est-ce que l'anglais est devenu le passeport indispensable pour s'exporter? Oui, clairement. C'est important de parler anglais et ça facilite énormément le business en fait.
parce qu'on peut avoir de très bonnes idées, mais c'est vrai que l'anglais, c'est la langue pour les transmettre, et surtout quand on veut toucher un public très large. D'accord. Myriam Maxo, vous êtes un modèle de réussite et d'espoir. Des cités de Sarcelles à aujourd'hui Beyoncé qui achète votre doudou. Quel bagage, selon vous, un entrepreneur doit-il disposer pour parvenir à faire sa place comme ça à l'international? Déjà, c'est vrai que c'est important d'avoir un parcours scolaire où être bien encadré, en tout cas au cours de ses études. Moi, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur, sur Londres. Donc ça a changé énormément de choses pour moi. C'est vrai que si je n'avais pas fait ces études-là en sortant de la banlieue justement de Sarcelles et allant en Angleterre, je ne pense pas que je serais devenue la personne que je suis. C'est grâce à mes professeurs qui m'ont encouragée à développer mes idées et d'aller jusqu'au bout. Et il y a un système aussi en Angleterre qui est assez particulier, c'est le système de notation. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un système de on donne un 20, on donne un 30, un 10, ou on travaille plus sur des points qui ont été assemblés sur un projet, et c'est ça qui est validé. Donc il n'y a pas, le professeur n'a pas vraiment à se dire oui, j'aime beaucoup cet élève donc je rajoute des points en plus, parce qu'en France c'est un petit peu, le favoritisme fonctionne beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons, et moi j'aime beaucoup ça. Donc le système anglais a favorisé votre réussite. Quel est le plus pour arriver à Beyoncé? Le plus, c'est la détermination. C'est ce qu'on nous apprend justement dans ces écoles-là. C'est-à-dire qu'on arrive à faire un projet, on le mène jusqu'au bout tout seul, en fait. On est dans mener un projet, l'autonomie, tenir sur la longueur, c'est les choses qu'on m'a apprises en Angleterre. Et aujourd'hui, je n'aurais jamais été capable sans ça. En quelques mots, rappelez-nous comment elle a découvert le doudou, Beyoncé. Alors, grâce à mes très bonnes copines les Nubians, donc à New York, et voilà, par hasard, je leur ai dit, parce qu'il faut dire aussi que je suis fan des Nubians, donc du coup, j'en avais parlé je me suis confiée à elles sur mon idée de pouvoir aborder Beyoncé, et de là... elles m'ont dit, mais attends, mais je la connais et tout, je peux lui donner ton doudou. Et puis voilà, c'est comme ça que la magie a opéré. Finalement, la détermination, mais aussi les bonnes rencontres. Les bonnes rencontres. Demain, il y aura justement une rencontre, vendredi, ce samedi en Guadeloupe. Vous serez au centre de BMAO pour parler dans le cadre de la Meet English. La thématique qui sera abordée ce samedi est la puissance, le pouvoir de la culture dans l'industrie de la mode et du design. Quel message avez-vous envie d'apporter aux jeunes entrepreneurs qui seront présents? Déjà, j'ai envie de leur apporter mon expérience, les montagnes que j'ai rencontrées, et je pense que la détermination, avoir un projet clair, un projet qui nous ressemble, je pense que ça a été la force de mon idée. Votre richesse culturelle vous a aidé à émerger dans ce secteur de la mode qui, on le sait, est très fermé. C'est trop difficile pour moi de répondre à... Est-ce que ma culture m'a beaucoup aidé à ce niveau-là? Ma famille, oui, mais la culture... Elle vous a aidé à vous démarquer, dans cette aspiration? Oui, c'est sûr qu'au niveau du choix du textile, c'est vrai que ça m'a permis de toucher un public un peu différent. Voilà. On le sait, beaucoup de créateurs, de designers, je pense à John Galliano, qui était l'ancien designer de Dior, Jean-Paul Gaultier, habitué à être influencé comme ça par l'Afrique. Mais lorsque l'on retrouve ces créateurs d'origine africaine et antillaise, ils sont très vite catalogués comme exotiques, communautaires. Est-ce que le regard de ce monde, vos pairs, a-t-il évolué à ce niveau? Bien sûr, ça a évolué, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui changent, mais après, c'est vraiment un long parcours. Moi, j'y suis pas encore vraiment. Je suis très touchée par toute cette attention qu'on me donne, mais c'est vrai qu'il y a encore un long chemin, mais tout doucement. Mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'atteindre. Qu'est-ce qui est difficile? C'est que les portes, elles sont difficiles à ouvrir, elles sont vraiment difficiles, et il faut avoir une vraie détermination pour tenir sur le long. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de potentiel, mais c'est vrai qu'il faut de la persévérance, il faut tenir sur le long, et ça, c'est une aventure vraiment personnelle, je pense, par rapport à son histoire, et c'est ça qui te permet d'avoir assez de force pour te battre sur le long, quoi. Vous aviez imaginé un tel succès? J'ai toujours su que j'allais réussir par rapport à mon travail, mais après, je ne savais pas que c'était Beyoncé qui allait changer ma vie. Ça, je ne savais pas, non. Comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la Guadeloupe, travailler dans la Caraïbe. J'aimerais bien pouvoir travailler sur l'identité créole dans l'architecture d'intérieur et d'extérieur. Donc, du coup, voilà, c'est la suite.
Myriam Maxo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Eux aussi osent croire que leur rêve est possible. Les élèves du chantier d'insertion monteurs graphistes vidéo de l'association Tout est possible, qui a été créée par l'artiste Dali, ont tourné aujourd'hui leur clip de promotion à l'hôtel Forfort des Pays du Gosier. Silence, ça tourne, c'est un reportage de Karen Diam. Marvin, c'est bon? Action! Sur ce mini-plateau, chacun a endossé un rôle ce matin pour faire connaître les métiers de l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous réalisons notre bande démo. Donc on fait un tableau vivant. On présente les différents corps de métier que nous faisons dans notre formation et dans notre chantier. Donc nous avons les opérateurs son, les caméramans, les opérateurs lumière, les scénaristes, réalisateurs. Voilà. Pendant 2 ans, ces 10 jeunes élèves vont être formés aux techniques de l'audiovisuel à raison de 3 semaines de chantier et d'1 semaine de cours. Objectif, devenir un véritable professionnel. Gilda, tu es censée être la réalisatrice, hein, donc tu n'es pas dans... Voilà, tu donnes des directives comme si tu es en train de réaliser, quoi. Et n'oubliez pas une chose, ce plan-là, c'est le plan du drone. Ce que je leur propose, en fait, c'est un panel très très large au niveau du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, c'est-à-dire tous les métiers du cinéma et de l'audiovisuel que je connais, que j'ai appréhendé. Donc, c'est-à-dire aussi bien de la réalisation, aussi bien du cadre, du son. Donc, c'est-à-dire qu'on a une formation qui est très généraliste. Et bien entendu, à l'issue de ces 2 ans, comme je l'ai dit, on apprend 30% dans le cadre de la formation, le reste est sur le terrain. Cette opportunité, ils la doivent à l'association Tout est possible, qui permet à des jeunes de s'insérer dans le vaste domaine de l'audiovisuel. Il y a déjà 4 ans, on a lancé un programme qui s'appelait Boost et qui lui servait en fait aux jeunes à être immergés dans une structure pour apprendre les métiers de l'audiovisuel, ce qui durait que 7 semaines. Comme les 2 sessions qu'on a faites se sont bien passées, on a décidé d'agrandir en fait le projet et de former vraiment des professionnels. Donc là, en l'occurrence, on a un chantier sur 2 années avec 10 salariés en contrat d'insertion. À l'issue de cette formation, ces 10 jeunes devraient décrocher le titre de monteur-cadreur vidéo, équivalent d'un bac+2, et ainsi augmenter leurs chances d'accéder au marché du travail. Un tout autre sujet maintenant, les personnes en situation de handicap peuvent-elles, elles aussi, jouir d'une vie sexuelle et affective épanouie? En Martinique, la question a été débattue lors d'un colloque aujourd'hui au centre éducatif de Pelletier au Lamentin, une thématique encore taboue. Anaïs Gall, Michelet François, on regarde le reportage. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel, jamais. Jamais de ma vie j'ai eu ça, jamais. Je ne suis pas encore là. Sandra témoigne devant l'Assemblée. Pour cette jeune femme en situation de handicap, la sexualité est un sujet difficile à aborder. J'aurais aimé avoir un rapport sexuel, essayer d'avoir, essayer, oui. J'essaye avec mes peurs et de m'épanouir ici, d'essayer d'oublier un petit peu mes problèmes. Si je suis avec quelqu'un, est-ce que la personne va me comprendre? Il va rester avec moi, voilà. Une question taboue, mais aussi parfois douloureuse. J'ai eu un rapport sexuel avec un ami quand j'étais au collège. On m'avait violée. Dans le public, de nombreux parents, pour eux, le dialogue avec les enfants concernés par le handicap reste parfois fermé. On se rend compte, surtout dans le milieu des handicapés adultes, qu'il y a ils ont besoin d'exprimer aussi leur vie affective et leur vie sexuelle. Et les professionnels ne savent pas toujours répondre. Et les parents sont quelquefois perturbés, désorientés, désaxés, ne savent pas non plus toujours répondre. Ils ne savent pas toujours accompagner la personne en situation de handicap dans l'expression de leur vie affective et sexuelle. Aimer, être aimé et avoir une vie affective et sexuelle quand on est en situation de handicap, une question majeure dans la vie des individus qui reste pourtant souvent au second plan des débats. Je ne peux pas trop vous dire parce que je discute avec lui, quand je discute, me dit ah, laisse-moi tomber, laisse-moi tranquille. C'est-à-dire quand même quelque part il y a un complexe lié à cette question-là? Ouais, un petit peu. Là, j'ai trouvé des réponses et à ce moment-là, je vais installer le sujet pour pouvoir aller plus profond. On s'est toujours imaginé, nous ici en Martinique, que la personne dite handicapée est asexuée.
Elle n'a pas de désir, elle n'a pas besoin d'aimer, d'être aimée. C'est un robot, quoi. Parce qu'il a des difficultés, il n'a pas ces besoins-là. On est complètement à côté de la plaque et on n'a pas su répondre. Si la sexualité de ce type de public peut parfois déranger ou choquer, la communication est importante pour les aider à apprivoiser leur intimité. Car tous n'ont pas forcément les codes qui entourent la sexualité dans notre société. Ce que nous avons remarqué, c'est que la sexualité, les manifestations sexuelles de la personne en situation de handicap gênent. Donc la première réaction, c'est la répression. D'accord? Et la répression entraîne de graves conséquences sur le comportement sexuel ultérieur. Déjà, il y a une chose à éviter, cette répression-là. D'accord? Quand la personne en situation de handicap a un comportement sexuel, il faut savoir, derrière ça, quelle est la connaissance qui lui manque et intégrer ça dans son projet individualisé pour transformer ça en action d'éducation tout en respectant l'expression de sa vie sexuelle. Une journée est bien loin d'être suffisante pour résoudre la question. Elle servira peut-être au moins à ouvrir le débat. Les métiers de la mécanique évoluent, leurs enseignements aussi. Le lycée des métiers de l'automobile Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau a organisé un séminaire aujourd'hui sur la rénovation du CAP et bac professionnel maintenance des véhicules. Linda Kayarsi s'est rendue sur place. Dès ce matin, 8 h, équipe pédagogique et chef d'entreprise échangent sur la rénovation du bac pro maintenance des véhicules. À chaque année correspond un contenu. Ce contenu est à partager avec le monde de l'entreprise. Donc il s'agit pour nous d'informer ce monde d'entreprise justement de cette partie de contenu de formation à assurer. Et en lien aussi, je dirais que ce contenu-là est en lien à valider à ce qu'on appelle les épreuves de certification qui comptent pour l'obtention du bac ou du CAP. Des périodes de formation au milieu professionnel qui s'adaptent aux évolutions technologiques de l'automobile. Depuis quelques années, l'évolution de l'automobile s'accroît. Nous avons des véhicules actuellement électriques, des véhicules qui ont une très grande gestion électronique. Donc il appartient justement à l'établissement scolaire de faire un partenariat avec les entreprises pour pouvoir justement accompagner ces jeunes-là vers la réussite. Avec l'arrivée de ce nouveau bac pro, d'une durée de 3 ans, d'ici 2017, 22 semaines sont consacrées à la formation d'entreprise. Il faut qu'on ait une étroite collaboration pour sortir des professionnels qualifiés dans l'automobile. C'est ce qui nous manque en ce moment. On n'a pas de professionnels, on n'a pas de jeunes qualifiés pour accepter dans nos entreprises. Et puis l'étroite collaboration permettra qu'on échange avec les professeurs, les formateurs pour pouvoir mener à bien une formation qui va nous servir demain. Une fois de plus, l'Éducation nationale compte sur les entreprises pour favoriser la réussite des élèves dans des filières comme l'automobile, très prometteuse. La filière automobile attire pas mal de jeunes puisque c'est une filière qui est évolutive. La voiture évolue, nous arrivons à la voiture hybride, la voiture électrique. Donc il y a un besoin indispensable de formation et les jeunes sont toujours attirés par les véhicules automobiles ou la moto. Nous avons 100% de réussite depuis 3 ans au niveau BTS. C'est vrai qu'au niveau général, dans les bacs pro, nous avons 80% et au total 76% pour les 3 lycées qui forment des jeunes dans l'automobile. D'autres lycées comme le LPO, Chevalier-Saint-Georges et Blanchette de Gourbert ont eux aussi échangé sur les nouvelles dispositions de formation au milieu professionnel du nouveau bac pro, maintenance automobile. En Martinique, la saison de la pêche aux oursins est ouverte. Les marins-pêcheurs disposent de 5 matinées dédiées à la chasse. Seulement à 80 € le kilo. Le caviar des Antilles n'est pas accessible à toutes les bourses. C'est pour cette raison qu'au port du François, certains ont eu l'idée de réaliser des recettes accessibles à tous les gourmands. Frédéric Mazy, Loïc Régis. Merci beaucoup. Ça va prendre tête cru, c'est très très bon. Voilà, super. De vrais délices. Des bouchées d'oursin à 2,50 €, tout juste sortis du four. Les gourmands se pressent et apprécient la nouvelle façon de consommer le mets tant convoité. Il faut varier les plaisirs. On connaît les oursins en tête, en plat, en friture si vous voulez. Maintenant, bon, il faut innover, quoi. Il faut rechercher. Et bon, ça peut faire ce chemin. Dès qu'il y a l'ouverture de la pêche, je me renseigne tout de suite et donc j'essaye au plus vite d'y aller pour essayer de trouver ce que je cherche. Le produit phare, la tête chadron, est bien sûr proposé pour une 20aine d'euros.
Mais cette année, les pêcheurs du François ont souhaité rendre accessible à tous le caviar local. C'est vrai, bon, quand on a les sous, on n'a pas de soucis, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand on est une grande famille et que bon, on veut acheter 5-10 têtes d'oursin, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais nous, en faisant des bouchées, donc on essaie de mettre ce mets à la portée de tout le monde. Après avoir passé la matinée en mer et ramené près de 70 kilos d'oursins, ce pêcheur s'affaire derrière les fourneaux. C'est une recette, comment dire, typique comme nos grands-parents. C'est de l'oignon, de l'ail, du persil, du piment végétarien, et puis on a fait revenir avec les oursins. Et on a voulu innover, faire des bouchées, parce qu'on a des clients qui viendront tout à l'heure, c'est juste pour les faire goûter, et puis si ça les intéresse, ils ne prendront pas à la vente. De l'oursin à toutes les sauces et pour toutes les bourses, les marins pêcheurs du François proposent leurs produits jusqu'au 2 décembre si les quantités le permettent. Lundi, les autorités évalueront les ressources et décideront si la pêche se poursuit ou non. Mettre en valeur les talents des migrants et favoriser le mieux vivre ensemble, c'est l'objectif du festival Migrants en scène proposé chaque année depuis 2006 par la CIMAD partout en France. En Guyane, les élèves du collège Eugène Nonon étaient invités à se glisser dans la peau d'un demandeur d'asile. Voyez leur réaction avec Ayodele Germa d'ATV Guyane. Page envolée d'un cahier d'errance est une nouvelle écrite par Laurent Pipé, un bénévole de la CIMAD, association qui accompagne depuis 1939 les personnes étrangères dans la défense de leurs droits. Aujourd'hui, l'histoire vraie d'Aboubacar est racontée à la première personne par ses 5 bénévoles. Je n'ai le droit que de prier pour un jour réussir à m'insérer dans cette société qui ne me considère avec une certaine distance matinée d'appréhension que comme un étranger. L'histoire vraie d'un étranger qui a fui son pays, le Libéria, parce qu'il était en danger de mort, et qui est venu, après un long parcours d'exil, trouver refuge en Guyane, où après de longs mois, il a fini par obtenir la protection subsidiaire. C'est très important de pouvoir parler de cette problématique à tout public, et notamment à des jeunes qui sont les adultes de demain. Je pense que c'est important qu'ils soient conscients des difficultés qui peuvent être rencontrées par certaines personnes dans leur parcours de vie. Notamment, alors le public de ce matin était en majorité des jeunes de nationalité étrangère dont les parents potentiellement ont également fui leur pays. Au collège Nonon, l'unité d'enseignement pour les enfants nouvellement arrivés en Guyane existe depuis 1998. Elle intègre des élèves originaires de Colombie, d'Haïti, de Chine et d'ailleurs. Ils y passent au minimum une année scolaire avant d'intégrer les classes de leur âge. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est moins facile. Il y en a qui mettent 1 an, 6 mois par exemple pour intégrer la langue, et puis d'autres, il leur faudra 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Mais il n'y a pas que la maîtrise de la langue orale, il y a aussi la lecture aussi. Il y a tout le vocabulaire adapté à toutes les matières que je dois avoir avec eux. Et il n'y a pas de programmation spéciale, ça peut aller de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture jusqu'au niveau de la 6e au minimum. J'ai pu parler avec des enfants d'origine haïtienne qui m'ont parlé de leurs soucis et du pourquoi de leur venue en Guyane. Mais c'est à la fois déchirant et puis une fois qu'ils sont arrivés, une fois qu'ils ont le sourire, on sent qu'ils sont peut-être plus heureux ici. Je ne saurais dire. La lecture des pages envolées d'un cahier d'errance se poursuit demain soir à 19 h au Café de la Gare. C'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à Cap Excellence sur le boulevard Légitimus de Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là?
Il y avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.